Buonasera, buonasera. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre où nous parlons de nous, de ces mois dramatiques et étranges qui changent notre vie, qui creusent notre expérience et qui ont changé bien des choses. Ils changent notre manière d'être ensemble, de travailler, d'étudier. Ils introduisent dans notre lexique de nouveaux mots, ils rendent communs des expressions telles que le travail à distance, le télétravail ou la didactique à distance. Ce meeting même, en quelque sorte, est quelque chose de nouveau. C'est très différent de ce à quoi nous étions habitués par rapport aux dernières années, même si en même temps c'est très proche. Nous sommes online, ou mieux on live, parce qu'il devient difficile de distinguer, de séparer les deux réalités, le réel et le digital, le physique et le distanciel. D'où la rencontre de ce soir, qui s'appuie sur cette redécouverte. Notre vie est on life. C'est une expression qui a été formée par notre premier intervenant ce soir, qui est connecté depuis Londres, le professeur Luciano Floridi. Le voilà, nous lui disons bonjour. Il est professeur de philosophie et d'éthique à Oxford. C'est l'un des plus grands spécialistes de la transformation numérique, de ce qu'il appelle l'infosphère, parce que c'est un monde nouveau que nous vivons. Il est aussi le créateur de ce mot qui relie très bien les deux réalités. On life, la vie est désormais on life. C'est un mot qu'il a lui-même fabriqué. Et puis notre invité est ici en présence. Analogique. C'est une autre expression qui est entrée dans notre vie en présence. Le professeur Costantino Esposito, qui est un ami de longue date du meeting, il est invité de façon traditionnelle de nos rencontres depuis des années. Il enseigne l'histoire de la philosophie à Bari, en Italie, et il est ici en présence, selon la tradition. Le professeur Esposito et le professeur Floridi se connaissent depuis longtemps et le dialogue ce soir est une manière pour tenter de comprendre, de creuser dans l'expérience nouvelle que nous faisons, qui mélange ces deux dimensions sans solution de continuité, sans interruption. Donc, je voudrais demander au professeur Floridi ce que signifie le fait que notre existence est en quelque sorte toujours plus on life. La pandémie a-t-elle accentué cette dynamique? Est-ce qu'elle a poussé dans cette direction? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et avec Costantino Esposito, ça fait depuis beaucoup de temps qu'on ne se voit pas. Je vais promettre d'être assez court. Cette chose de l'on life est une chose sympa, c'est un beau mot. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'on a vécu aujourd'hui online. La cliosphère n'a pas été gentille avec nous et on s'est mis dans le monde du digital pour travailler depuis notre maison, socialiser à la maison, en ligne. En live, ce serait la façon avec laquelle on va sociabiliser dans le futur, dans l'avenir, analogiquement. Costantino l'a dit avant, il le mentionnait dans le digital, en ligne et hors ligne. Mélanger ces deux ingrédients, c'est un truc de la reprise des prochaines années. Il ne faut pas exagérer avec l'un terme ou l'autre. Il ne faut pas dire qu'avant, on allait mieux, parce que ce n'est pas vrai, mais il ne faut pas non plus exagérer en disant que le virtuel est mieux, parce que ça n'a pas de sens. Mélanger ces deux termes, donc vivre une vie en termes de travail, même en termes d'études,
en prenant le mieux des deux aspects, ce serait une chose très importante en l'affrontant durant la pandémie, parce que la pandémie a créé beaucoup de douleurs. Un pays qui a démontré d'être à la hauteur du défi et on met ensemble le digital et l'analogique de manière fructueuse. Costantino Espositivo, est-ce que nous apprenons quelque chose de cette nouvelle dimension? Est-ce qu'il y a un point d'équilibre qu'il faut retrouver, qu'il faut souligner, qui est nouveau et différent? Cela pose un problème philosophique de grande importance, sur lequel il serait important de se rencontrer et de s'affronter. La question de cette énorme quantité d'informations et de cette variété extraordinaire et stupéfiante de communication, c'est notre manière d'entrer en relation avec le monde, ou est-ce que c'est le monde lui-même? Parce que progressivement, sans le théoriser bien entendu, dans les replis de la vie quotidienne, il semble presque que cette vie on-life, bien entendu, nous avons été surtout en online, mais en espérant que les deux sphères recommencent à s'interpénétrer, nous recommencerons à vivre à l'intérieur de cet habitat digital, dans lequel, qu'on le veuille ou non, nous sommes en quelque sorte toujours reliés. Je me contente de poser un problème. Est-ce que c'est notre manière de comprendre le monde, d'accepter, d'accueillir, de nous rendre compte du défi des circonstances de quelque type qu'elles soient? Par exemple, l'expérience même de la didactique à distance a ouvert très largement ce problème, non seulement au niveau de la pratique, mais aussi au niveau épistémologique. Quelle forme d'enseignement peut-on exercer, pas seulement avec cet instrument, mais à travers cette modalité? Donc, cette manière de gérer la communication et les informations entre nous, est-elle une fenêtre, une possibilité de comprendre plus, d'être plus présent dans le monde, ou est-ce le monde lui-même? L'objectif que nous avons de nous conformer, de conformer le monde selon ces nouvelles modalités techniques. En fonction de la réponse que l'on donne à cette question, je crois que dépendra la réponse à ta question. Que pouvons-nous apprendre? Parce que dans le premier cas, si c'est une possibilité de nous faire comprendre davantage le donné que sont les choses, le donné qu'est le monde, alors c'est vraiment une aventure enthousiasmante. Et ces nouvelles technologies peuvent nous permettre de découvrir des dimensions de sens, des potentialités de la réalité qui nous étaient peut-être moins connues jusque-là. Mais si nous répondons qu'il faut reconstruire le monde en l'identifiant à ses possibilités, alors on risque peut-être de moins apprendre. Et Costantino a dit une chose bien juste. Il s'agit de deux interprétations. Je suis complètement d'accord avec cette duplicité, l'une épistémologique et l'autre ontologique. Ce que je ne mettrai pas, je ne omettrai pas out. Donc, c'est pas ou. Donc, c'est juste les deux choses. Donc, c'est les deux mondes. En faisant un exemple, quand Galilée disait que le monde est un livre écrit avec les symboles des mathématiques, alors ce qui fait le digital, c'est ajouter un chapitre à ce monde. Donc, se demander si ce chapitre en plus soit tout le monde, ça serait bête. Donc, il faut penser à tout le reste. Mais penser que ce chapitre ne compte pas, qu'il soit juste une façon de lire le monde, donc qui ne soit pas partie du monde,
Ça, je le trouverais de manière réduite. Donc, je dirais qu'il faudrait ajouter en termes d'expérience, pendant les années 90, on a fait une erreur macroscopique. On a utilisé la technologie, en particulier les web, les réseaux sociaux, et je le dis aujourd'hui aussi, en tant que communication, donc comme s'ils étaient une sorte de Gutenberg 2.0. Comme Eco le disait, ce n'est pas ainsi. Le digital n'est pas seulement quelque chose de plus de la communication. C'est un bien. C'est pour ça qu'on a des problèmes sur qui contrôle cet ambiance. Donc, quand Gutenberg disait que sur Facebook, on doit traiter Facebook comme quelque chose à moitié d'un journal ou d'une voix, ce n'est pas un téléphone ni un journal. C'est à moitié entre une place et un parc de la ville. Donc, Gutenberg a construit un espace comme outil. Donc, passer du temps dans un outil, dans un espace, être présent là-bas, tout cela qui crée un effort, et je suis d'accord avec Constantino, c'est un effort bien remarquable. Donc, il faut faire attention à ne pas faire des erreurs sur cela. Tout cela crée une tentation de ne pas limiter l'interprétation digitale à la communication, sinon la question sur le privé, la vie privée, pourrait nous fuir sur cela. Professeur, justement parce qu'il s'agit d'une forme de communication, cela change aussi certains des fondements de notre représentation humaine. Cela a une incidence sur les relations entre nous, pensez-vous, et de quelle manière? Oui, les relations changent beaucoup. Je voudrais faire des exemples sur cela, pour ne pas être abstrait. Mais deux expériences fondamentales sont l'amitié et l'expérience de la mort d'une autre personne que nous. Le digital est en train de transformer de manière radicale cela. Et c'est encore une partie de la recherche. Ce n'est pas encore quelque chose qui est arrivé dans les journaux, quelque chose de quotidien. Mais il faut attendre seulement quelques années parce qu'il y a, par exemple, une série d'industries qui sont en train de se développer pour la gestion des données en ligne laissées par les personnes qui sont décédées. Les soi-disant restes digitaux qui, jusqu'à hier, c'était quelque chose d'étrange. Par exemple, on a fait une proposition avec mon groupe de recherche, c'est-à-dire le travail sur l'analogie entre le code que les musées internationaux ont pour la gestion des données des restes humains, donc d'un musée graphique, avec ceux qui pourraient être nos restes en ligne. Je ne peux pas vous dire combien d'articles je reçois sur des listes sur le concept d'amitié en ligne. C'est vrai, c'est réel, ce n'est pas réalistique. C'est un débat qui est ouvert, mais j'ai l'impression que ça ne se reçoit pas en disant oui ou non. C'est une chose délicate. Donc, on doit se demander en quel sens aujourd'hui on peut être amis seulement en restant virtuel, en restant en ligne. Et je m'arrête ici. Je parlais avec des collaborateurs sans l'avoir rencontré pendant beaucoup d'années. Et après beaucoup d'années, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Professeur Constantino, le concept d'amitié devient plus large. Il change les manières de relation. Alors, quelles sont les caractéristiques, puisqu'il ne s'agit pas d'une alternative, oui ou non, l'un plus vrai que l'autre, mais une manière nouvelle, quelles sont les caractéristiques? Oui, alors, les exemples cités par Luciano, tu m'as servi un plat délicieux, je te remercie, parce que les deux thématiques que tu as citées, celle un peu macabre des restes digitaux, numériques,
parce que d'une manière ou une autre, on ne laisse pas seulement une mémoire, un souvenir de soi écrit dans un testament ou une exhortation à ses descendants, mais il laisse aussi des performances. Il peut même les programmer dans le temps. Ou encore l'exemple de ce qu'est une amitié digitale. Est-ce vraiment une amitié? Bien entendu, on peut se regarder dans les yeux, mais l'immédiateté, l'intuitivité, est-elle la même? Bien entendu, il y a aussi le principal des exemples, celui du sexe digital, l'éros numérique. Mais ce que tu me dis me permet de mieux expliquer le problème que j'ai. C'est que je n'ai absolument pas peur du monde numérique. Et d'une manière ou d'une autre, je suis très reconnaissant envers l'intelligence artificielle et enthousiaste pour les applications, tous les avantages pour notre travail. Avoir des bibliothèques en ligne, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je dis que c'est un problème qui, à mon avis, n'est même pas de se mettre à l'abri et de mettre en quelque sorte des limites à l'usage parfois sans limite de ces instruments. Mais il s'agit de comprendre quel est le sujet qui les utilise, ou mieux, pour aller dans ton sens, qui est celui ou celle qui habite dans cet univers. Et nous savons très bien que l'univers naturel, géographique, l'espace-temps dans lequel nous vivons, nous transforme, nous forme. Mais nous savons aussi qu'il y a quelque chose de notre expérience qui ne peut pas être totalement réduit au fait que nous sommes nés à un moment et dans un lieu donné. C'est très important parce que nous ne sommes pas des personnes abstraites, mais en même temps, il y a quelque chose d'irréductible, si bien que nous pouvons parfois modifier et parfois même mal notre environnement. Nous pouvons l'améliorer aussi. Si je pense aux murets de ma région, les Pouilles, dans ces lieux en quelque sorte homériques, sauvages, il suffit d'une ligne de pierre posées les unes sur les autres pour faire un muret et on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas nature, qui est un sujet conscient, un sujet technique même. Donc le véritable problème, à mon avis, n'est pas tant de limiter, de s'inquiéter du point de vue éthique, même si c'est important, mais c'est un problème de subjectivité. Je vais donner un exemple. Imaginons qu'il y ait une personne qui puisse satisfaire ses attentes érotiques simplement en choisissant dans un catalogue sur Internet les types de personnes, hommes, femmes, qui correspondent le plus. Et puis, de certaines manières, avec certains moyens techniques, qu'ils puissent aussi satisfaire ses besoins. Mais le véritable problème n'est pas tant que ce n'est pas moralement légal de le faire, mais c'est qu'il n'y a plus son désir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette facilité à satisfaire ses instincts amène à l'ennui, à la tristesse. Donc le problème n'est pas tant que les technologies peuvent nous faire faire des choses interdites, mais qu'il manque le sujet qui habite dans cet environnement. Et que faut-il pour que le sujet qui habite cet environnement soit équipé pour le vivre? De quoi avons-nous besoin pour ne pas avoir peur, en quelque sorte? Cela résume bien des aspects de ces dynamiques. Je pense que la peur est des choses que l'on appelle depuis plusieurs années vont devenir moins intéressantes, un peu comme la peur de ceux qui ont vu,
des véhicules sur la route après qu'il y avait des chevaux sur la route. Ce n'est pas que les nouvelles générations sont différentes de nous, mais c'est juste qu'ils ont des expectatives différentes des nôtres. Les étudiants n'ont jamais vu un monde sans Google, sans Twitter, sans le téléphone ou Internet, le web. Et ainsi de suite. Le digital aujourd'hui est une réalité qui s'est affirmée. On est débarqué sur ce continent. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer dans ce continent. Donc, un peu comme l'automobile, comme mon père, mon grand-père, mais la surprise était différente. Dans ce sens, je dirais que le sujet humain qui va vivre dans ces espaces, je pense être d'accord avec Constantine sur cela, il restera toujours un sujet à moitié, un sujet, parce qu'on veut toujours être, on veut se toucher, on ne veut pas être que virtuel sur cela. Et donc, il y aura des sujets qui sont que digitaux, comme Netflix par exemple. Il y a des commandes digitaux qui sont entièrement digitales, donc qui vivent seulement du digital, qui respirent dans le digital. Ce sont des poissons et moi, celui qui est dans les poissons. C'est un peu en ligne avec celui qui disait Costantino, j'ai besoin de l'oxygène. Mon common system n'a pas besoin d'oxygène. Donc, de quoi on a besoin pour préparer les sujets de l'avenir? En partie, de la mémoire. Qu'est-ce que ça a été le monde exclusivement analogique? Ne se le rappellera personne dans une génération ou deux peut-être. À partir de quelques temps, le monde aura toujours été digital. Donc, une mémoire est importante à passer dans les générations, d'une génération à l'autre. C'est important aussi de parler d'un savoir-faire dans cet espace de manière intelligente et plus critique aussi. Les banalités sont vraiment très fréquentes sur cela parce que, bon, on a les fake news, par exemple, des partages qui ne sont pas bons, le partage d'éléments personnels qui doivent rester privés. Tout cela, ce sont des habitudes, non pas des habits, mais des habitudes, des modalités de vivre, des façons qu'on a développées en des univers complètement différents. En entrant dans ce nouvel univers, je souhaite que ce soit mieux de plus en plus dans les années à venir. Tout ce qui a changé, donc avec l'urbanisation, par exemple, a permis une adaptation plus longue. Cela nous a donné beaucoup de temps, alors que le digital est en train d'arriver très vite. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Dans une génération ou deux, on va oublier qu'il y a eu l'analogique. Donc, qui fait la formation, qui fait le travail d'enseignant, a un but, un objectif encore plus difficile, parce que la formation va faite rapidement. Mais dans cette nécessité justement d'évoluer rapidement, quel type de défi pose-t-elle? Parce que c'est une nouveauté absolue de ce point de vue. Et cela élargit les interrogations, les multiplie. Ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une question de s'équiper du point de vue de la nécessité de savoir utiliser les instruments, ou est-ce que cela fait ressortir des interrogations plus profondes? Ce phénomène dont nous parlons, est-ce qu'il accentue la demande de sens, pour le dire autrement, ou est-ce qu'il se réduit à savoir apprendre de nouvelles modalités, des capacités en plus qui nous sont offertes par la société dans laquelle nous vivons? Je le demande d'abord à Costantino Esposito et ensuite je poserai la même question au professeur Floridi. Je rejoins quelque chose que disait tout à l'heure Luciano. Il faut conserver un peu de mémoire. Nous savons que
la mémoire, pour nous qui sommes de l'empire du milieu entre les analogiques et les digitaux, la mémoire est le mot-clé de nos outils informatiques. Mais ce que tu nous rappelles à juste titre, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cette mémoire. Parce que dans le digital pur, il ne s'agit pas d'avoir la mémoire d'emmagasiner une archive de souvenirs dans l'expérience, mais de les créer pratiquement ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, c'est-à-dire de rendre l'expérience purement artificielle. Et là, nous sommes sur un point discriminant. Il faut bien regarder clairement sans avoir peur, parce que le discours qui regarde ces possibilités uniquement sous la forme de Elon Musk, qui regarde ces possibilités comme notre Eldorado, comme la possibilité de réaliser l'expérience humaine, en réalité, je crois que cela annihile cet objectif humain parce qu'on en est au post-humain, au transhumain. Ce que je veux dire, c'est que c'est une immense possibilité pour comprendre que l'autre visage de la possibilité d'être maître de l'expérience nous prive de quelque chose qui est très important pour nous, à savoir, comme le dit le titre du meeting, de l'émerveillement, de quelque chose qui est autre que nous. Et cette altérité, et j'espère qu'elle peut être la baie du nouveau millénaire digital, cette nécessité que nous avons toujours, sur le plan psychologique, ontologique, épistémologique et même sur le plan existentiel, d'être nous-mêmes parce que nous découvrons, parfois avec joie et parfois avec irritation, mais cela aussi est utile, qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, sans lequel, dans le bien comme dans le mal, nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Je crois que philosophiquement, ce qui me semble inquiétant, mais extrêmement fascinant, c'est que la digitalisation complète du monde a pour objectif d'annuler l'altérité. Il ne s'agit pas seulement de l'ancienne image de la renaissance de l'homme comme mesure de toute chose qui peut être l'artisan de son propre destin. Nous savons bien que pour les hommes de la Renaissance, les humanistes, il y avait toujours la grande étrangère, la mort, ou le sort, la fortune, qui était la même chose, qui contestait ce projet. Aujourd'hui, il semblerait qu'avec les transhumanistes comme tendance, que cette altérité même, qui est le but, puisse être s'émousser, puisse être absorbée. Mais si nous regardons l'autre que nous pouvons créer, si nous perdons, l'autre que nous ne serons jamais nous-mêmes sans cet autre. Et il y aura toujours, comme tu le disais tout à l'heure, un projet de pouvoir en quelque sorte, qui peut même être un pouvoir bon, angélique ou diabolique. Mais diabolique ou angélique, c'est un pouvoir qui, en quelque sorte, doit me priver de ma compétence la plus grande, à savoir être compétent d'un autre que moi, c'est-à-dire être libre, avoir la possibilité de ne pas être seulement moi-même. Face à quelqu'un qui me dit « je peux te faire toi-même mieux que tu ne le fais toi-même » en t'enlevant l'autre, parce que tu peux te gérer toi-même complètement. Je le répète,
Je ne dirais pas que cela me fait peur, mais cela m'oblige à comprendre la grandeur de ma liberté et de mon identité et à essayer de demander au numérique de ne pas l'annuler et même de m'aider à la vivre plus intensément. Professeur Floridi, quel espace y a-t-il alors pour l'émerveillement et la liberté dans une vie qui est toujours plus on life? J'avoue que peut-être je n'ai pas trop compris toutes les nuances de ce qu'il disait Constantino. Peut-être qu'une partie de la surprise a une perspective différente. Il me semble que le digital puisse générer une homogénéité, mais ça peut arriver aussi pour d'autres sujets, comme le jeu des miroirs. Je rencontre celui que je veux rencontrer, je reproduis moi-même seulement dans une variété d'univers qui sont très confortables parce qu'il s'agit d'un moi un peu plus grand. Cela est un risque, sûrement, je ne veux pas surinterpréter ce qu'il disait Costantino. Le risque est là, mais il y a aussi en même temps le fait que le même univers, le même numérique permet de rencontrer des choses qu'on n'a jamais rencontrées dans la vie, dans d'autres manières. Si j'étais resté, par exemple, dans mon quartier, ou si j'étais resté à marier la fille de mon pays, ça ne veut pas dire que l'analogique donnait des alternatives. Mais de ma part, je voudrais hasarder une sorte de dialectique. Cela reste beaucoup dans les mains de qui l'utilise, de qui utilise cet univers. Donc, même dans les banlieues les plus pauvres de sémantique, de signification, on peut obtenir beaucoup si on cherche, mais il faut une recherche intensive. Mais en même temps, on peut sortir de la boule du digital, du numérique, parce que on ne veut pas détruire l'altérité. Mais en même temps, on a la possibilité d'avoir tout à distance, de connaître des cultures très distantes de nous que je n'ai jamais connues, que je n'aurais jamais connues avec l'analogique. Donc cela reste. Donc la possibilité de cette dialectique reste. On ne peut pas faire un peu l'un, un peu l'autre. C'est la limite, tout, ou cela crée des possibilités, des variétés. C'est comme si, il me semble qu'il y a une grande responsabilité individuelle et culturelle du jeu et de nous. Parce que le jeu, parce qu'il y a des choix individuels. Le nous, parce que les choix individuels sont agevolés par le nous, donc dans la société. Une société où il y a une dizaine de millions qui suivent des influenceurs qui parlent de la nouvelle mode, des lunettes, d'où il allait à manger, en paire de chaussures. Donc, on comprend que l'inquiétude est importante parce qu'on est sur des plans différents. Mais ici, j'ai vraiment peur sur cet aspect parce que c'est un monde que je ne voudrais pas voir. Parce que c'est un monde qui me rappelle beaucoup de films de science-fiction où l'évolution n'est pas l'évolution de la violence, mais la violence de s'entretenir. Donc, ceux qui vont dans le divertissement n'arrivent pas dans l'homologation violente de ceux qui imposent toutes les chemises noires, marron, rouges. Mais de celui qui te dit « fais ce que tu veux », mais il ne faut pas que tu fasses des questions, que tu poses des questions. Je voudrais hasarder dire que j'ai une peur sur cela. Ce changement implique aussi la possibilité de redécouvrir certains mots-clés de notre vie commune. Certaines ont été citées tout à l'heure, la mémoire, l'expérience, mais également dans notre tissu social. Je fais référence à un livre que vous avez écrit et que
les amis du meeting peuvent en écouter un commentaire sur le site du meeting. Il s'intitule Le vert et le bleu et le sous-titre est Idées pour améliorer la politique. Donc, vous parlez de ces thèmes et de comment les interpréter ensemble. Pourquoi est-ce ingénu? Je voudrais dire quelque chose peut-être d'arrogant, parce que la naïveté dont je parle dans le livre, pas celle du départ, mais celle d'arrivée, moi, je ne suis plus malheureusement un croyant. Je suis agnostique et je suis désolé pour ça, mais je le dis parce que ce que je vais dire maintenant doit être bien interprété. La naïveté de ceux qui te disent que tu ne veux pas retourner comme un enfant, tu n'entreras pas, tu vas revenir à être un enfant. Donc, la naïveté, c'est de revenir à être naïf. Donc, reprendre à se reposer des questions qui, dans la politique, sont retenues stupides, par exemple, ou braves. Stupide parce que qui parle des politiques maintenant, mais t'es encore naïf, ou sinon, bah, peut-être qu'il aura une carrière, des amis. Mais non, dans mon livre, moi, je veux raconter un peu comme je vois les questions de la politique, entre autres, comme un mot-clé, par exemple, le mot de la solidarité, l'amitié, l'amour. Aujourd'hui, j'ai fait aussi un interview avec Costantino. Parler d'amour aujourd'hui avec le visage de celui qui dit « Ah, c'est possible ?» Oui, c'est possible. C'est bien que ce soit encore possible, donc de redevenir. Donc, le défi, c'est de celui qui est retourné à Ithaca. L'émerveillement, c'est quelque chose qu'on perd très facilement. C'est très mauvais, ça. En réalité, permettez-moi de dire ça, on est chanceux. On n'est jamais sorti de l'université, nous. Donc, on est toujours resté des étudiants. Donc, comme la liberté reste toujours dans le sang. Mais le monde n'est pas fait pour maintenir tout cela, mais il est fait pour te réduire. Donc, tout nous surprend. Mais comment ça se fait que ta condition ordinaire, c'est la condition de la normalité, du bien plaisir, du bien-être? Tout ce que dans d'autres contextes, j'aurais dit, d'autres technologies, la technologie de l'espérance, de l'espoir, les technologies qui ont fait croire à notre concept d'espoir, donc l'espoir d'avoir un autre téléphone, un iPhone, un appartement plus grand, une nouvelle voiture, et ainsi de suite. Donc, cette illustration élimine l'émerveillement, et l'émerveillement est le point de départ de n'importe quel type de questions philosophiques, de toutes questions intelligentes. Costantino, l'espérance, comme en parle maintenant le professeur Floridi, c'est une réduction de ce qu'est normalement l'espérance. Et pourtant, c'est une dimension qui est proposée de façon radicale dans le monde de l'on-life. Le numérique, c'est comme s'il réalisait des catégories qui existent depuis toujours, qui sont éternelles, presque théologiques, comme le disait le professeur Floridi. Mais on les utilise d'une autre manière, avec un autre sens. Mais la fascination de ces mots contient quelque chose d'éternel, de stable qu'il faut redécouvrir. Le mot espérance, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vie on-life? Alors, certainement, et nous sommes tous dans cette question, cette possibilité technologique que nous avons augmente l'espoir que le monde puisse être davantage à portée de main, qu'il puisse être plus contrôlable,
qu'il puisse correspondre davantage à ce que nous désirons. Nous avons les moyens. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je rêvais de pouvoir voir mon ami ou mon proche, le membre de ma famille qui se trouve aux États-Unis, rien qu'en allumant la télévision et parler avec lui. Et maintenant, on peut faire les appels vidéo gratuitement à travers des applications comme WhatsApp. Et donc, c'est comme si petit à petit, la technologie est une promesse messianique. C'est une promesse puisque, et c'est quelque chose de bouleversant. Ça n'est pas faux, ça n'est pas mauvais parce que cela fait émerger le fait que nous sommes faits pour profiter de la vie, pour le savourer, pour être heureux, pour pouvoir posséder pleinement tout ce que nous désirons, pour que nos désirs puissent se réaliser. Et en quelque sorte, la technologie nous suggère que cela est possible. Mais le prix qu'elle exige pour cela, non pas que la technologie soit mauvaise en soi, mais c'est comme une tentation, un raccourci. Nous voulons être heureux sans nous-mêmes. Et donc, sans comprendre que la technologie peut nous donner tout, mais que c'est encore trop peu, que ce tout, en quelque sorte, est trop peu. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, on le comprend bien dans l'expérience amoureuse, parce qu'il y a quelque chose qui est mon moi en relation avec un toi qui est irremplaçable, si bien que lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, nous disons ou nous pensons, on pourrait me prendre le monde entier, mais l'important c'est que je ne te perde pas toi. Puis nous l'oublions. Mais cette conscience qui émerge nous dit que l'espérance naît du lien avec le toi ou avec quelque chose qui correspond réellement avec le cœur et que l'on voudra avoir pour toujours. Mais ce toujours n'est pas seulement extensif, il est intensif. Alors je dirais, et je vais terminer par là, pour revenir sur ce que disait Luciano tout à l'heure, le problème c'est que celui qui utilise ce monde, cet univers, celui qui utilise ces possibilités, voilà, là est le problème. C'est certainement un problème éthique, mais aussi ontologique, éducatif. C'est-à-dire que ce qui est vraiment en jeu, c'est d'apprendre à utiliser ces technologies sans perdre l'interrogation. Luciano a écrit un livre magnifique, je te fais de la pub ce soir. Penser l'infosphère, c'est le titre du livre. Donc de façon philosophique, on dit ce que signifie se poser des questions. Parce que même avec les technologies, on peut avoir des réponses. Et à juste titre, il dit que les interrogations ne sont jamais vaines, vides. Elles tendent vers une réponse. Mais le problème, c'est d'apprendre à poser ces questions pour comprendre quelle est la bonne réponse qui correspond vraiment. Je crois que pour nous aider à comprendre comment répondre à ce que tu disais, c'est-à-dire que le problème, c'est qui utilise ces mondes, moi je disais qui habite ces environnements, ce n'est pas tellement l'environnement le problème, mais c'est le qui, la personne. Et ça, c'est l'immense défi éducatif. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire les enfants, il faut l'utiliser, mais n'allez pas sur certains sites. C'est pathétique cela. Le véritable problème, c'est de susciter en eux, d'exciter en eux une interrogation qui est bien plus érotique que ces sites
et qui permet à quelqu'un de tout désirer pour lui-même et de comprendre que moins que ce tout ne suffit pas. Le monde numérique nous donne énormément, mais il ne nous donne pas tout, parce que c'est un monde indéfini, tandis que nous désirons quelque chose de différent, c'est-à-dire l'infini. Professeur, une réponse courte, rapide sur ce mot espérance, parce que c'est un mot-clé dans la manière dont vous lisez cette nécessité de reconstruire notre tissu social. C'est une colonne portante dans le monde politique parce que c'est beaucoup plus important que l'intérêt et même que ce qui est raisonnable. Donc, qu'est-ce qui suscite l'espoir? Dans votre expérience, qu'est-ce qui permet d'espérer, de ne pas rester prisonnier des réductions dont parlait Constantino Esposito maintenant? En reprenant ce que Constantino disait, l'espérance est un désir pour quelque chose qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait réaliser. Tant est grand la chose, tant grand est le désir, tant est majeure l'espérance. Donc, l'espérance devient des illusions. L'illusion est quand le désir va dans quelque chose d'irréalisable. Donc, par exemple, l'espérance de gagner au loto. L'espérance dont on a besoin aujourd'hui, par exemple, une question politique vaguement, c'est une espérance collective. On provient d'un 1900 qui, dans sa deuxième moitié, a voulu individualiser l'espérance. Elle a dit que, comme société, pour ce qui me concerne, je vais me prendre soin des possibilités, des conditions, les désespérances de l'individu X, Y, Z, mais moi, en tant que société, je n'ai pas d'espérance. L'exception est celle de l'Europe, dont l'espérance a été toujours celle de la paix, dans lieu où les conflits ou les guerres n'étaient plus. Mais si on reprend l'exemple de l'Italie, par exemple, l'État ordinaire, notre rester ensemble a été pendant longtemps une individualisation de l'espérance. Une partie de mon livre est sur on peut redevenir à espérer ensemble en tant que communauté, donc à avoir un désir partagé, quelque chose qui tout le monde veut réaliser. Et cela s'appelle consensus, consentement. On est tous d'accord sur le fait qu'on veut que quelque chose se réalise. Et je veux dire, comme le disait Constantino, il faut faire attention parce que si quelque chose aujourd'hui, comme dans la société du XXIe siècle, donc une société avancée, avec une majeure solidarité, donc qui contrôle quoi est très important. Il faut bien clarifier cela. On a un moi qui est aggloméré, donc il n'est pas individualiste, donc il pense au nous, en une société. Donc un désir qui est partagé pour le bien de tout le monde, qu'on voudrait réaliser pour une société meilleure, où il y aurait plus de solidarité. Pour faire cela, dans une société avec les infrastructures où tout tourne autour du digital, on se demande, mais qui peut réaliser cela si on a, en tant que société, un objectif? C'est possible que les clés de tout cela restent seulement dans les mains des peu d'entreprises, de privés? Il me semble que non, il ne devrait pas être ainsi. Donc, on a une idée des cooptations, on invite à entrer sur cela, mais on sait ce qui se passe si l'individu ne vient pas accepter. On invite les entreprises à entrer dans ce concept qui nous rend tous en commun. On n'est pas en train de faire cela. Je ne sais pas si on le fera, mais il y a une frustration parce que la possibilité existe. Mais il ne me semble pas qu'elle va arriver bientôt. Constantino, rapidement. Je crois que c'est là qu'explose le problème, qu'éclate le problème. Tous les grands projets idéologiques
mais même les projets plus modérés, partent toujours de ce que nous ne sommes pas, ce qu'il faut réaliser. Et c'est la manière la plus simple de nous diviser. Je crois que non seulement, pas seulement en politique aussi, mais surtout en politique, là où on met en œuvre l'idée d'une vie commune, pacifique entre les personnes, on ne peut que partir de l'émerveillement et de la gratitude parce que nous existons. Cela semble trop peu, mais c'est énormément, c'est presque tout. Parce que le fait que nous existons, c'est en quelque sorte le lien objectif. Nous avons été mis au monde, nous nous sommes trouvés, nous sommes là. Et ce fait d'être là n'est pas une simple donnée qui va de soi, quelque chose de neutre. Mais c'est un appel en quelque sorte pour chacun de nous. Et je crois donc que l'espérance et la solidarité, même au niveau politique, et la question du Covid et de la manière dont il a été affronté à avoir avec cela. Mais nous risquons de l'oublier parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des moments, je me souviens de certaines interviews, certains médecins, certaines infirmières qui vivaient leur sacrifice professionnel, mais qui disaient en quelque sorte, nous sommes là et nous ne pouvons pas ne pas répondre de manière responsable au fait que nous sommes là. Mais ensuite, une fois que les masques étaient tombés, justement, et en espérant que l'on revienne de la façon la plus rapide possible à la normalité pour pouvoir faire un meeting normal l'année prochaine, on risque de l'oublier et de revenir encore une fois à nous diviser encore pour quelque chose que nous ne sommes pas encore, au lieu de prendre au sérieux cette miette d'émerveillement qui vient avant toute rage, avant toute revendication, avant toute plainte. S'il n'y a pas une miette d'émerveillement, comme le dit le titre du meeting, pour le fait que nous sommes là, rien ne tient. Je vous remercie beaucoup. Je crois que nous pouvons remercier nos deux invités pour le fait qu'en reparcourant un fragment de chemin dans ce monde de l'on-life, du numérique, nous avons retrouvé des mots-clés du meeting, des mots comme espérance, confiance, vision, jusqu'à revenir au point de l'origine, l'émerveillement. Se rendre compte que c'est la clé pour lire la nouveauté que la réalité nous présente de manière la plus intense. Je remercie pour cela nos invités et je vous remercie tous en vous souhaitant une bonne poursuite du meeting. Merci, au revoir à tous.